Bonjour à tous, après de très nombreuses demandes de votre part, je vais aujourd'hui vous présenter l'espèce la plus métal de Star Wars. Sabrak, tatouage mortel, Sabrak, corne aiguisée, Sabrak, menace réelle, Sabrak, aucune pitié, Sabrak, 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 Sabrak. Bon, ce n'était peut-être pas de la grande poésie, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Comme d'habitude, la vidéo sera divisée en 3 parties, les traits physiques, la vie en société et les personnages célèbres. C'est parti! Caractéristiques physiques. Les Zabraks sont des êtres humanoïdes intelligents au physique puissant. Ils ont en effet une force mentale et physique très développée. Ce sont donc de très bons combattants. Plusieurs caractéristiques séparent cette espèce de l'humain. Celle qui saute en premier aux yeux est sans nul doute ces putains de cornes qui rêvent d'être la brochette qui cuisinera ta chair. Pardon. Les Zabraks possèdent effectivement 2 à 10 cornes sur le sommet du crâne. Ces cornes poussent durant l'adolescence et, une fois totalement sorties, cela signifie que le jeune adulte est prêt pour son rituel de passage. Pour une grande majorité des fans de Star Wars, un Zabrak est forcément rouge, ou jaune à la rigueur. Mais que nenni, cette idée est principalement véhiculée par Dark Maul et Savage Opress, mais en fait, ils peuvent aussi très bien être beige, blanc, jaune, rouge, beige, blanc, marron, noir, beige, je crois que j'ai fait le tour. Autre fait qui étonne assez souvent ceux qui ne connaissent que Dark Maul et Savage comme Zabrak, c'est que, les Zabraks, ils sont pas forcément chauves. Par contre, il est effectivement très rare de trouver un Zabrak avec des sourcils. Les 2 seuls Zabraks connus qui en ont sont Maris Brood et Bao-Dur. Au niveau de leurs yeux, les Zabraks ont une très grande gamme de couleurs. On y trouve du violet, du jaune, du rouge et du orange en plus des pigments humains. Autre caractéristique bien visible, leurs tatouages. Ce sont de fines lignes et des motifs qui ornent principalement le visage mais aussi tout le corps chez certains. Étonnamment, ces tatouages se créent tout seuls au même titre que les cornes. Ils suivent la croissance des jeunes mais également les changements de caractère et de personnalité des Zabraks. Ils aident également les Zabraks à se reconnaître entre eux et servent d'empreinte digitale dans les bases de données. En plus de leur grande résistance physique et de leur instinct de survie surdéveloppé grâce aux conditions de vie difficiles de leurs ancêtres, les Zabraks sont très peu sensibles à la douleur. De plus, leur deuxième cœur leur donne une résistance supplémentaire. Une autre caractéristique des Zabraks est leur difficulté à abandonner, que ce soit une mission ou un simple choix de vie. Et oui, il y a très peu de races aussi loyales et justes que les Zabraks. Malheureusement, cette droiture est entachée par certains individus mauvais, mais on y reviendra. Vie en société. Les premiers Zabraks vécurent sur Iridonia, une planète située dans la bordure médiane dans le secteur Glyte. Attention, présentation. Iridonia, relativement inhospitalière, réussira à vous conquérir par ses mers d'acide, ses vents de plus de 200 km/h et ses terres totalement arides. Ses journées de 29 heures et ses années de 413 jours sont rythmées par la rotation de ses 2 lunes et de son énorme étoile qui explique la chaleur étouffante qu'il émane. Cependant, leur avancée technologique fut telle qu'ils commencèrent à coloniser les planètes habitables près d'Iridonia. Ces 8 colonies ont alors développé leur propre culture, ce qui explique les différents types de Zabraks que l'on rencontre à ce jour. Des groupes de Zabraks ont également rejoint des planètes déjà habitées par d'autres peuples, comme Corellia et Talus. La bonté et la volonté d'aider de certains colons les ont très vite rapprochés des indigènes. Mais on ne peut pas en dire autant de Dathomir. Les Zabraks qui s'y rendirent étaient avides de pouvoir et réellement mauvais. Ils y trouvèrent les Sœurs de la Nuit qui les réduirent à l'esclavage. Depuis, ce ne sont plus que des reproducteurs pour les Sœurs de la Nuit et des assassins sanguinaires alliés au côté obscur. Ces Zabraks-là, en plus de leur côté violent, sont extrêmement têtus et combatifs. Bien que la concurrence entre Zabraks est relativement rare, chacun essaye de prouver à sa manière qu'il est le meilleur. C'est cette trop grande confiance en eux, cette arrogance et cette envie d'être supérieur qui leur valut la mauvaise réputation auprès des autres races que les Zabraks sages ne surent se défaire.
Mais ce défaut cache une de leurs meilleures qualités, la détermination et la dévotion qu'ils apportent à leurs tâches. En effet, un Zabrak qui a une mission s'y dévoue entièrement. Bon, revenons au reste de l'espèce Zabrak. Il s'agit d'un peuple respecté possédant une bonne technologie. C'est cette dernière qui leur permit de survivre malgré les conditions difficiles de certaines planètes. Ils vécurent donc des années heureuses sous la République Galactique. Mais on ne pouvait pas en dire autant lors de la montée de l'Empire Galactique. De par leur fort caractère, les Zabraks se soulevèrent contre les troupes venues occuper leurs différentes planètes. Et un Zabrak, ben ça sait se battre, et c'est vraiment pas la race la plus faible de la galaxie. Du coup, les conflits furent très durs et bien des vies y furent perdues. Cependant, grâce à leur supériorité numérique, les soldats de l'Empire prirent le dessus. De nombreux Zabraks furent alors réduits en esclavage dans des camps de travail comme l'usine d'armement Alpha sur Simoon One par exemple. Cette usine se trouvait au milieu de la plus grande décharge de la galaxie qui donnait à la Lune sa couleur marron chiasse là, couleur de la marde, maudit niaiseux. Grâce à leur grande connaissance en technologie, les Zabraks captifs étaient capables de monter les appareils les plus complexes, comme des TIE ou des blindés par exemple. Mais l'Empire faisait croire aux yeux du monde que cette usine était totalement automatisée, voilà pourquoi personne n'est jamais venu au secours des travailleurs. Les milliers d'esclaves qui s'y trouvaient devaient fournir un travail nuit et jour, le tout dans des conditions abominables. Les quelques Zabraks ayant essayé de se rebeller connurent une mort horrible afin de dissuader toute autre mutinerie. Cependant, un grand nombre de captifs se suicidèrent à l'aide de leurs machines de travail, préférant la mort au fait de fabriquer des armes qui tueront leurs frères et au déshonneur de la captivité. Mais grâce à ces années d'enfer et de désolation, le peuple Zabrak a pu renaître de ses cendres et se présenta en tant que peuple uni devant la nouvelle république. Les mauvais Zabraks furent mis en exil et la race continua de prospérer. Je vous ai parlé tout à l'heure de technologie Zabrak, mais qu'ont-ils créé de plus que les autres? Eh ben, un peu tout, ou en tout cas avant. En effet, les Zabraks étaient une des premières races modernes à développer la technologie du vol spatial et de l'armement de pointe. Nous pouvons par exemple citer les Tistel, une série de blasters lourds créés par les Zabraks au temps de l'ancienne République. Blaster basique de prime abord, sa puissance et sa précision sont restés inégalés pendant des centaines d'années. De par son prix onéreux, de nombreux bandits essayèrent de voler des cargaisons de Tistel aux Zabraks. Cependant, les Zabraks étaient bien préparés à ces attaques. Le blaster phare de la série, le Tistel Mark III, se vendait à merveille sur les marchés noirs. Son seul défaut, sa portée limitée à 23 mètres. Mais bon, quand on voit sa puissance, ça peut se comprendre. Un autre domaine dans lequel les Zabraks excellaient était l'armurerie. En effet, pour contrer l'inhospitalité de leur planète natale, de simples vêtements ne suffisaient pas vraiment. Ils ont alors mis au point deux armures, l'armure de combat et l'armure de guerre. Cette dernière est restée pendant de nombreuses années l'armure légère la plus efficace au combat, avant d'être dépassée par les armures de la République. La langue d'origine des Zabraks est le Zabraki, mais une grande majorité parle également le basique. Personnage célèbre. J'ai longtemps hésité à vous parler de Dark Maul, mais je pense qu'il mérite amplement son épisode personnel. Je vais donc résumer la vie de deux Zabraks. Scott et, pour finir en beauté, Maris Brood. Scott était un Jedi Zabrak né sur Nar Shaddaa, une lune orbitant autour de Nal Hutta, la planète Hutt. Ces derniers colonisèrent la Lune afin de la transformer en spatioport, avant de la sururbaniser, multipliant ainsi sa masse par 3. C'est sur cette Lune que Han et Chewie commencèrent leur affaire de contrebandier. Vivant dans l'un des quartiers les plus malfamés de Nar Shaddaa, les Jedi ne trouvèrent Scott que très tardivement. Le Conseil discuta alors de longues heures pour savoir si oui ou non ils allaient accepter un enfant aussi âgé. Après un vote des membres du Conseil, Scott fut alors admis à l'Académie.
De par sa race, il devint très vite l'un des apprentis les plus puissants. Il s'entraîna alors nuit et jour afin de parfaire également sa connexion avec la Force. Il devint très vite un chevalier Jedi et prit un apprenti du nom de Sharad Het. Grâce à ses enseignements, son apprenti devint très vite également un grand Jedi. Une fois cette tâche terminée, Scott se concentra sur l'apprentissage d'une technique ancestrale, le Crucitorn. Il s'agit d'un puissant contrôle de son corps qui permet de supprimer toute communication nerveuse. Cela sert entre autres à ne plus ressentir la douleur. De base, cette technique était enseignée aux espions afin de leur permettre de supporter la torture. Le Conseil Jedi décida donc de le prendre temporairement dans ses rangs afin de profiter de sa maîtrise de la Force et de sa vision de la galaxie. Eth était également l'un des rares Jedi à avoir réussi à survivre à la bataille de Geonosis grâce à l'intervention de Yoda et des clones. Il se vit donc recevoir le commandement d'un destroyer stellaire de classe Venator et il choisit le capitaine Locke pour le seconder. Mais un jour, un vaisseau léger appartenant à Grievous aborda le croiseur Scott. Au terme d'une longue bataille et d'un long duel, Grievous réussit à capturer le Jedi. Il envoya alors un message holographique aux Jedi pour leur montrer qu'il avait réussi à capturer l'un des leurs. Cependant, pendant qu'il se faisait torturer, Scott réussit à placer un message caché dans le message holographique. Look, hand signals. I admit my skills are rusty, but Seleucami system, sector J19 080529. Anakin, Obi-Wan, Adigalia et toute leur flotte furent alors envoyés sur la position indiquée par le Zabrak durant le message holographique. I shall go. So will I. And I. Etliche Schiffe aus dem Hyperraum auf uns zu. Republikanische oder separatistische? Republikanische, 3 Kreuzer und 4 Begleitschiffe. La bataille commença alors entre les forces de Grievous et celles des Jedi. Obi-Wan partit combattre Grievous et Anakin et Adigalia partirent secourir Scott. Obi-Wan perdit son duel contre Grievous et fut contraint de fuir. Une fois en sécurité, le Zabrak confia qu'il aurait préféré se sacrifier afin d'éliminer Grievous une bonne fois pour toutes. Sa mort demeure encore un mystère car non, ce n'est pas lui qui se fait tuer ici. Passons maintenant à Maris Brood. Maris était une Jedi née pendant la fin de l'Ancienne République. Elle est facilement reconnaissable de par ses cheveux noirs tressés soit derrière la tête, soit autour du cou. Son crâne arbore également 7 petites cornes rouges. Ses premières années d'apprentissage furent très spéciales. En effet, elle n'alla pas étudier au temple de Coruscant, mais fut directement prise par un guerrier Jedi pour la former dans son propre vaisseau. Ce vaisseau, le Grey Pilgrim, est l'un des plus mystérieux de toute la galaxie. On ne connaît ni sa forme, ni son propriétaire. Maris reçut alors tous ses enseignements éloignés du reste de l'ordre Jedi. Elle et son maître ne participèrent par exemple pas à la bataille de Geonosis. Cependant, le jour de l'ordre 66, le maître de Maris ressentit des perturbations dans la force. Il décida donc de rejoindre ses congénères qu'il sentait en danger. Depuis ce jour, Maris n'eut plus aucune nouvelle de son maître. La seule piste laissée par son maître lui permit de déduire qu'un certain Dark Vador avait anéanti l'ordre Jedi. Maris Brood se réfugia alors sur Felucia, la meilleure planète de la galaxie, pour échapper à l'Empire galactique. Par un heureux hasard, elle y fit la rencontre de Shaakti, une ancienne membre du Conseil Jedi. Cette dernière récupéra Maris Brood sous son aile et continua à la former. Cependant, Maris Brood était toujours avide de vengeance et passait le plus clair de son temps éloigné de Shaakti, à errer dans la nature et à s'entraîner. En plus de ses entraînements, Shaakti aidait Maris à méditer afin qu'elle puisse retrouver la paix intérieure. Grâce à ses entraînements en solo et avec Shaakti, Maris Brood réussit à maîtriser à la perfection ses 2 tonfas laser. Aussi appelé Shoto de garde, il s'agit d'un petit sabre comprenant une poignée supplémentaire perpendiculairement aux manches.
Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les armes laser, cette arme est extrêmement redoutable envers ses ennemis, mais aussi envers son utilisateur si celui-ci n'est pas parfaitement entraîné. Parallèlement à ses entraînements au sabre, Maris augmenta sa connexion avec la force, et ce jusqu'à carrément réussir à devenir invisible, un peu à la manière de Ventress. Mais un jour, le pire arriva. Je ne sais pas si vous connaissez Starkiller. Nous allons faire une vidéo sur lui un jour, mais pour l'instant, tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'était l'apprenti caché de Dark Vador. Ce dernier envoyait Starkiller, aussi appelé Galen Marek, éliminer les Jedi ayant survécu à la Purge. C'est donc tout naturellement qu'il fut envoyé sur Felucia à la recherche de Shaak Ti. Alors que Galen Marek arrivait à bord de son vaisseau, le Rogue Shadow, Shaak Ti ordonna à Maris Brood de partir se cacher. Cette dernière accepta à contre-cœur et s'enfuya dans la jungle de Felucia. I cannot allow you to be captured or killed by the Empire. Now please, go to the graveyard and wait for my summons. À la suite d'un lourd combat, Galen Marek prit l'avantage sur Shaak Ti et tua cette dernière. À la perte de son deuxième maître, Maris Brood succomba totalement au côté obscur. Tout n'était plus que haine en elle, et elle la propagea à tout Felucia de par ses chamans sensibles à la force. Elle dompta également de nombreux animaux, dont un rancor taureau, l'une des bêtes les plus féroces de toute la galaxie. Suite à ces événements, Maris changea la couleur de ses châteaux en rouge et commença à attendre de pied ferme la venue d'un Sith afin d'assouvir sa vengeance. Cependant, la première personne à lui rendre visite n'était pas un Sith, mais bel et bien Bail Organa en personne. Ce dernier venait rendre visite à Shaak Ti afin de lui demander de protéger sa fille, Leia Organa. Mais il se rendit bien vite compte que cette dernière était morte, et il ne réalisa que trop tard que Maris Brood avait changé de côté. Elle le garda alors prisonnier en ayant la ferme intention de le livrer à l'Empire en échange de sa propre liberté. C'est à ce moment-là que Starkiller revint sur Felucia. Et ça donne lieu à une situation plutôt marrante. Car en effet, Maris Brood est passé du côté obscur, et Ramkota a ramené Starkiller du côté clair. Galen Marek crut d'abord que la solitude avait rendu Maris folle. Hurry. Shaak Ti's apprentice has gone mad. This whole planet has gone insane. Oh, we're not crazy. We've just embraced the power of the dark side. Stand aside, girl. Don't make me hurt you. You won't. He won't let you. Durant le combat, elle se rendit plusieurs fois invisible afin de surprendre son adversaire. Cependant, malgré tous ses efforts, Starkiller était bien trop puissant pour elle. Après avoir été vaincue, elle supplia Galen Marek de la laisser en vie. Ce dernier hésita, se disant qu'il rendrait service à la galaxie en tuant un Sith. Maris Brood s'excusa et lui confia que la mort de Shaak Ti et la solitude l'avaient entièrement détruite intérieurement. Elle lui demanda même de la prendre comme apprentie pour la ramener du côté clair. Starkiller décida donc de la gracier et de la laisser partir. C'est alors que Maris Brood, rempli d'une étrange joie de vivre, se leva et disparut derrière les feuillages. Depuis, plus personne n'entendit parler d'elle. You've won. The Senator's yours. There's no need to kill me now. You are a slave to the dark side. I'd be doing the galaxy a favor. It's not my fault. Shaak Ti abandoned me here. This planet is evil. It corrupted me. But you can save me. Just let me get away from here. Just let me go. And I'll turn my back on the dark side. That one. She reminds me too much of another young Jedi who... Et voilà, merci d'avoir suivi ce 4e épisode sur les espèces. Il était un peu plus long que d'habitude, j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Si vous voulez nous soutenir, le plus simple reste de partager cette vidéo à vos potes, sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez en apprendre plus sur Star Wars. Sur ce, que la force soit avec vous, c'était Firerock.